Il y avait un petit square au centre de Gunkit, un vieux canon datant de la guerre de Sécession, un monument aux morts, le décor habituel. Quand Gus Dismore mourut, Franny Goldsmith s'y rendit, s'assit au bord de la mare au canard et jeta distraitement des pierres dans l'eau. Les vaguelettes couraient sur l'eau paisible, puis se brisaient en atteignant les nappes de nénuphars qui bordaient le bassin. C'était avant-hier qu'elle avait emmené Gus chez les Hanson au bord de la plage, criant que si elle attendait davantage, Gus ne put marcher et qu'il lui faille se contenter pour dernière demeure, comme auraient dit ses ancêtres, de sa petite guérite torride près du parking de la plage. Elle avait cru que Gus allait mourir dans la nuit. Il avait beaucoup de fièvre et il délirait. Il était tombé 2 fois du lit et s'était mis à errer dans la chambre de M. Hanson, renversant meubles et bibelots, tombant à genoux, se relevant encore. Il appelait des gens qui n'étaient pas là, leur répondait, les regardait avec une expression qui allait de l'hilarité au désespoir, tant et si bien que Franny avait commencé à croire que les compagnons invisibles de Gus existaient en chair et en os, et que c'était elle le fantôme. Elle avait supplié Gus de se remettre au lit, mais elle n'existait plus pour lui. Et si elle ne s'était pas écartée de son chemin, il l'aurait certainement renversée et piétinée sans s'en rendre compte. Finalement, il était tombé sur le lit, inconscient, hors d'haleine. Et Fran avait cru que la fin était proche. Mais le lendemain matin, quand elle était allée le voir, Gus était assis dans le lit et lisait un roman de cow-boy qu'il avait trouvé sur une étagère. Il l'avait remercié de s'être occupé de lui, et très gêné, avait ajouté qu'il espérait bien ne pas avoir dit de grossièreté ni fait de bêtises la nuit précédente. Elle l'avait rassuré. Gus avait alors regardé d'un air sceptique la chambre où régnait un désordre indescriptible et lui avait dit qu'elle était bien gentille de le prendre comme ça. Elle avait préparé une soupe qu'il avait mangée de bon appétit, et quand il s'était plaint d'avoir du mal à lire sans ses lunettes, qu'il avait cassées lorsqu'il avait pris son tour de garde à la barricade de la sortie sud de la ville, la semaine précédente, elle avait pris le livre, malgré ses protestations, et lui avait lu 4 chapitres du roman. L'auteur était une femme qui habitait un peu plus au nord, à Haven. Noël sanglant, c'était le titre du livre. Le shérif John Stoner semblait avoir bien des difficultés avec les voyous de Rowring Rock. Pire, il ne trouvait pas de cadeau de Noël pour sa jolie et charmante jeune femme. Fran était reparti, le cœur un peu plus léger, croyant que Gus allait peut-être guérir. Mais la veille au soir, son état avait empiré. Il était mort à 8 heures moins le quart ce matin, il y avait de cela 1 heure et demie seulement. Il avait gardé toute sa tête jusqu'au bout, mais sans comprendre la gravité de son état. Il lui avait dit qu'il aurait bien aimé prendre un ice cream soda le jour de la fête nationale, le 4 juillet, avec son père et ses frères, à la fête foraine de Bangor. Mais il n'y avait plus d'électricité à Ogunkit. Les pendules électriques montraient que le courant avait été coupé à 21h17 le 28 juin, et il n'y avait plus de glace en ville. Elle s'était demandé si quelqu'un n'avait pas branché un générateur de secours sur un congélateur. Elle avait même pensé à aller poser la question à Harold. Mais juste à ce moment-là, les râles de l'agonie avaient commencé. Ils avaient duré près de 5 minutes durant lesquelles Fran avait tenu la tête de Gus en essuyant avec une serviette les épaisses mucosités qui coulaient de sa bouche. Quand tout avait été fini, Franny l'avait recouvert d'un drap propre et l'avait laissé sur le lit du vieux Jack Hanson d'où l'on voyait la mer. Puis elle était allée rêvasser au petit square en faisant ricocher des pierres sur l'eau de la mare. Inconsciemment, elle comprenait qu'il valait mieux ne pas trop penser. Ce n'était plus cette étrange apathie qui s'était emparée d'elle le jour de la mort de son père. Lentement, elle avait refait surface. Elle était allée chercher un rosier chez Nathan, le fleuriste, et l'avait planté soigneusement au pied de la tombe de Peter. Il allait sûrement prendre très bien, comme aurait dit son père. Et maintenant, ne plus penser à rien la reposait un peu, après avoir assisté au dernier moment de Gus. Non, ce n'était pas le prélude à la folie qu'elle avait connu plus tôt, comme si elle avait traversé une sorte de tunnel gris, fétide, fourmillant de formes invisibles mais bien présentes, un tunnel qu'elle ne voulait jamais plus traverser. Mais elle allait bientôt devoir penser à ce qu'elle allait faire plus tard, et donc à Harold. Pas seulement parce que elle et Harold étaient maintenant les deux seuls survivants, mais parce qu'elle ne voyait absolument pas ce que Harold pourrait devenir si quelqu'un ne s'occupait pas de lui. Elle n'avait peut-être pas l'esprit particulièrement pratique, mais à côté de Harold, elle ne l'aimait toujours pas beaucoup,
mais il avait au moins essayé de faire preuve de tact, et il ne s'était pas trop mal tenu, tout compte fait. Plutôt bien même, à sa manière un peu bizarre. Harold l'avait laissé seule depuis qu'ils s'étaient vus 4 jours plus tôt, sans doute pour la laisser pleurer la mort de ses parents. Mais elle l'avait vu errer de temps en temps dans les rues, au volant de la Cadillac de Roy Bradingham. Et 2 fois, quand le vent était favorable, elle avait entendu de la fenêtre de sa chambre le crépitement de sa machine à écrire. Et le fait que le silence soit assez profond pour qu'elle puisse entendre ce bruit, alors que la maison des Lauder se trouvait à plus de 2 kilomètres, lui avait fait comprendre que tout ce qui était arrivé n'était pas un rêve. Elle avait été un peu étonnée que Harold ait mis la main sur la Cadillac, mais non par le fait qu'il n'ait pas pensé à remplacer sa vieille machine à écrire pour un modèle électrique plus rapide et plus silencieux. Il est vrai qu'une machine électrique ne lui aurait pas été très utile, pensa-t-elle en levant les yeux. Les glaces et les machines à écrire électriques étaient des choses du passé. Elle sentit son cœur se serrer. Comment une telle catastrophe avait-elle pu se produire en 2 semaines à peine? Il y avait certainement d'autres survivants, quoi qu'en dise Harold. Le système avait craqué, mais temporairement. Il suffisait de regrouper les autres et de recommencer. Elle ne pensa pas à se demander pourquoi un système lui paraissait si nécessaire, pas plus qu'elle ne s'était demandé pourquoi elle devait se sentir responsable de Harold. C'était ainsi. Le système était dans l'ordre des choses. Elle sortit du square et descendit lentement la grande rue en direction de la maison des Lauder. Il faisait déjà chaud, mais un vent frais soufflait de la mer, et tout à coup, elle eut envie de marcher sur la plage, de ramasser un joli morceau de varech et de le grignoter. « T'es dégoûtante, dit-elle à haute voix. Non, elle n'était pas dégoûtante, naturellement. Elle était tout simplement enceinte, c'était comme ça. La semaine prochaine, elle aurait furieusement envie d'un sandwich aux oignons avec du réfort par-dessus. Elle s'arrêta, étonnée de n'avoir pas pensé depuis si longtemps à son état. Jusque-là, l'idée lui trottait constamment dans la tête. Je suis enceinte, n'importe quand, n'importe où, comme une saleté qu'elle aurait constamment oublié de nettoyer. Il faut absolument que je porte cette robe bleue au teinturier avant vendredi. Encore quelques mois, et je peux oublier pour de bon, parce que je suis enceinte. Je crois que je vais prendre une douche. Dans quelques mois, ce sera une baleine qui prendra sa douche, parce que je suis enceinte. Je devrais faire la vidange d'huile avant que les pistons fondent comme du beurre. Et je me demande ce que penserait Johnny, le garagiste, s'il savait que je suis enceinte. Peut-être commençait-elle à se faire à cette idée. Après tout, elle était déjà enceinte de près de 3 mois, presque un tiers du chemin. Pour la première fois, elle se demanda avec une certaine inquiétude qui allait l'aider à accoucher. De derrière la maison des Lauder s'élevait le cliquetis régulier d'une tondeuse à main. Et lorsque Fran arriva au coin de la rue, le spectacle qu'elle découvrit était si étrange qu'elle aurait éclaté de rire si sa surprise n'avait pas été totale. Harold, dans un minuscule bikini bleu, tondait la pelouse. Sa peau blafarde était luisante de sueur. Ses longs cheveux retombaient en mèches grasses sur son cou, encore que l'honnêteté oblige à dire qu'ils avaient été lavés dans un passé pas trop lointain. Des bourrelets de graisse ballottaient furieusement au-dessus de l'élastique du slip. Ses pieds étaient verts jusqu'aux chevilles, et son dos avait pris une teinte rougeâtre, fatigue ou début de coup de soleil, elle n'aurait su le dire. Mais Harold ne se contentait pas de tondre la pelouse, il courait. La pelouse des Lauder descendait en pente douce jusqu'à un petit mur de pierre sèche. Au milieu du jardin s'élevait la pergola octogonale où Amy et elle jouaient à la dinette quand elles étaient petites. Franny s'en souvint tout à coup, et cette image lui fit mal. L'époque où elles pleuraient toutes les deux en lisant des romans d'amour, où elles gloussaient en parlant du beau Chucky Mayo, le plus beau garçon du lycée. Verte et sereine, la pelouse des Lauder avait quelque chose de très britannique, mais un derviche en bikini bleu avait envahi cette scène pastorale. Harold haletait de façon inquiétante quand il prit l'angle nord-est, là où la pelouse des Lauder était séparée de celle des Wilson par une haie de mûrier. Il dévalait la pelouse, couché sur le guidon de la tondeuse. Les lames ronflaient, projetant un gros jet vert sur les tibias de Harold. Il avait peut-être tondu la moitié du gazon. Il ne restait plus qu'un carré de plus en plus petit, avec la pergola en plein milieu. Il arriva en bas de la pente, puis remonta à toute allure, un instant caché par la pergola, et reparut ensuite couché sur sa machine comme un pilote de Formule 1. À peu près à mi-pente, il l'aperçut. Au même instant, Franny l'appelait timidement. Elle vit qu'il pleurait.
Harold poussa un cri. Elle l'avait surpris en plein rêve, et elle crut que le choc allait terrasser le gros garçon, victime d'une crise cardiaque. Mais il se mit à courir vers la maison, en faisant voler les débris de gazon sous ses pieds. Elle eut vaguement conscience de la douce odeur de l'herbe fraîchement coupée dans la chaleur de ce bel après-midi d'été. Elle fit un pas. « Harold, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il montait, 4 à 4, les marches du perron, se précipitait à l'intérieur et claquait la porte derrière lui. Dans le silence qui suivit, un geai poussa un cri strident, et un petit animal se mit à trottiner dans les buissons, derrière le mur de pierre sèche. La tondeuse abandonnée était là, en plein milieu de la pelouse, pas très loin de la pergola, où elle et Amy sirotaient également leur limonade dans de minuscules tasses de thé, le petit doigt levé en l'air, comme des dames. Indécise, Franny attendit un peu, puis alla frapper à la porte. Pas de réponse. Mais elle entendait Harold pleurer. « Harold !» Toujours pas de réponse, et les sanglots continuaient. Elle entra, s'avança dans le vestibule des Lauder, qui était sombre, frais, plein de bonnes odeurs. Madame Lauder rangeait ses provisions dans une petite pièce qui s'ouvrait sur la gauche du corridor. Aussi loin que Franny pouvait se souvenir, il y avait toujours eu cette bonne odeur de pommes et de cannelle, comme une odeur de tarte sortant du four. « Harold !» Elle alla dans la cuisine. Harold était là, assis derrière la table, la tête entre les mains, ses pieds ouverts sur le linoléum usé que madame Lauder lavait tous les jours à grande eau. « Harold, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Va-t'en !» hurla-t-il entre deux sanglots. « Va-t'en, tu ne m'aimes pas !»« Mais si, Harold, répondit-elle. Tu es un brave type. Peut-être pas Superman, mais tu n'es pas mal quand même. En fait, reprit-elle après un instant d'hésitation, compte tenu des circonstances, je dois dire qu'en ce moment, tu es certainement l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Cette réflexion parut faire redoubler les sanglots de Harold. Tu n'aurais pas quelque chose à boire demanda-t-elle. Du jus d'orange, répondit-il, en reniflant et en s'essuyant le nez. Mais il est tiède, et puis c'est pas du vrai, c'est un de ces trucs en poudre. Ça ne fait rien, dit Franny. Et as-tu pris de l'eau à la pompe municipale? Comme beaucoup de petites villes, Ogunkit avait encore sa pompe municipale derrière l'hôtel de ville. Depuis 40 ans, elle était là, plus pour le décor qu'autre chose. Les touristes la photographiaient souvent. Et voilà la pompe du village où nous avons passé nos vacances. Oh, comme c'est charmant. Oui, répondit-il. Elle servit 2 verres et s'assit. Nous aurions dû nous installer sous la pergola, pensa-t-elle. On aurait pu boire en levant le petit doigt, comme des dames. Bon alors, qu'est-ce qui ne va pas, Harold demanda-t-elle. Il poussa un étrange rire hystérique, chercha son verre à tâtons et le vida d'un seul coup. Ce qui ne va pas? Mais tout va très bien, madame la marquise. Non, je veux dire, quelque chose en particulier demanda Franny. Elle goûta le jus d'orange et réprima une grimace. Ce n'était pas qu'il était tiède. Harold avait sans doute oublié de faire couler l'eau, et il n'avait pas mis de sucre. Finalement, il leva les yeux, le visage ruisselant de larmes. « Ma mère me manque, dit-il d'une voix étranglée. « Mon pauvre Harold, fit-elle. Quand c'est arrivé, reprit-il, quand elle est morte, je me suis dit que ce n'était pas si terrible. Il tenait son verre à 2 mains et la fixait avec un regard intense, hagard, un peu terrifiant. « Tu dois me trouver monstrueux, reprit-il, mais je n'avais jamais imaginé ma réaction. Je suis très sensible, tu sais. C'est pour cette raison que j'ai toujours été persécuté par ces crétins du musée des horreurs que nos édiles ont l'audace d'appeler un lycée. Je croyais que la disparition de mes parents me rendrait fou de chagrin, ou du moins que je serais incapable de rien faire pendant une bonne année, que mon soleil intérieur, pour ainsi dire, s'éteindrait. Et quand c'est arrivé, ma mère, Amy, mon père, je me suis dit que finalement ce n'était pas si terrible. » Il donna un coup de poing sur la table. Franny sursauta. « Pourquoi suis-je incapable de dire ce que j'ai sur le cœur » hurla-t-il. « J'ai toujours su exprimer ma pensée. Un écrivain possède l'art de sculpter les mots, de ciseler la langue. Alors pourquoi suis-je incapable de dire ce que je ressens ?»« Ne t'en fais pas, Harold, dit Franny. Je sais ce que tu ressens. » Il la regarda, médusé. « Ah bon, tu sais ? Non, c'est impossible. »« Tu te souviens quand tu es venu me voir, dit Franny. Je creusais la tombe. J'avais pratiquement perdu la tête. La moitié du temps, je ne savais même pas ce que je faisais. J'ai essayé de faire des frites et j'ai failli mettre le feu à la maison. Alors si ça te fait du bien de tondre la pelouse, vas-y.
Mais tu vas attraper un coup de soleil si tu restes en slip de bain. D'ailleurs, tu en as déjà un, ajouta-t-elle, en jetant un coup d'œil critique sur ses épaules. Pour être polie, elle prit une petite gorgée de cet horrible jus d'orange. Je ne les ai jamais vraiment aimés, reprit Harold en s'essuyant la bouche. J'ai cru que le chagrin était une chose inévitable, comme quand ta vessie est pleine, il faut bien uriner. Si tes parents meurent, il faut bien avoir du chagrin. Elle hocha la tête, pensant que l'idée était étrange, mais pas tout à fait fausse. Ma mère ne s'occupait que de Amy. Elle s'entendait bien avec elle. Moi, je faisais horreur à mon père. Fran comprenait facilement pourquoi. Brad Lauder était un énorme gaillard, tout en muscles, contremaître à la filature de Kenbunk. Et il s'était sûrement demandé ce qu'on pouvait bien faire de ce gros garçon bizarre qu'il avait engendré. Un jour, reprit Harold, il m'a pris à part pour me demander si je n'étais pas pédé. C'est exactement le mot qu'il a employé, et j'ai eu si peur que je me suis mis à pleurer. Il m'a donné une gifle, en me disant que si je devais rester un bébé toute ma vie, je ferais mieux de prendre mes clics et mes claques. Et Amy, je crois qu'elle s'en foutait comme de l'an 40. Je lui faisais honte quand elle amenait ses amis à la maison. Elle me traitait comme une vieille savate. Fran fit un effort pour terminer son jus d'orange. Alors, quand ils sont morts, et que je n'ai senti ni chaud ni froid, je me suis dit que je m'étais trompé. Non, le chagrin n'est pas un réflexe automatique, me suis-je dit, mais je me suis encore trompé. Il me manque de plus en plus, tous les jours un peu plus, surtout ma mère. Si je pouvais simplement la voir. Souvent, elle n'était pas là quand j'avais besoin d'elle. Elle était trop occupée avec Amy, mais elle n'a jamais été méchante avec moi. Alors ce matin, quand j'y ai repensé, je me suis dit, je vais tondre la pelouse, ça m'empêchera de trop réfléchir. Moi, ça n'a pas marché, et je me suis mis à tondre de plus en plus vite, comme pour laisser tout ça derrière moi, et c'est à ce moment-là que t'es arrivé. Tu as cru que j'étais fou, hein, Fran? Non, c'est normal, Harold, dit-elle en lui prenant la main. Tu es sûr demanda-t-il. Il la regardait à nouveau avec ses yeux enfantins. Est-ce que tu veux bien être mon ami? Oui, dit-elle. Oh, merci, mon Dieu, merci. La main d'Harold était moite. À l'instant où elle le remarquait, il la retira à regret, comme s'il avait lu dans ses pensées. Est-ce que tu veux encore un peu de jus d'orange demanda-t-il timidement. C'était le moment de se montrer diplomate. Peut-être un peu plus tard, répondit-elle avec un beau sourire. Ils pique-niquèrent dans le square. Sandwich au beurre d'arachide et à la confiture, 2 grandes bouteilles de coca mises à rafraîchir dans la mare au canard. J'ai pensé à ce que j'allais faire, dit Harold. Mais tu ne veux plus de ton sandwich? Non, j'en ai assez, dit Franny. Harold n'en fit qu'une bouchée. Son chagrin tardif ne lui avait pas coupé l'appétit, se dit Franny, mais elle s'en voulut aussitôt d'avoir eu cette idée. Alors qu'est-ce que tu comptes faire demanda-t-elle. Je pensais m'en aller dans le Vermont. Tu voudrais venir avec moi demanda-t-il un peu gêné. Et pourquoi le Vermont demanda Franny. Eh bien, parce qu'il existe un centre de recherche sur les maladies contagieuses dans une petite ville qui s'appelle Stovington. Moins important que celui d'Atlanta, mais beaucoup plus près. S'il y a encore des survivants, et si on fait toujours des recherches sur cette grippe, il devrait y avoir pas mal de monde là-bas. Mais ils sont sans doute tous morts, dit Franny. Peut-être, répondit Harold d'un ton un peu pincé. Mais dans un centre comme celui de Stovington, ils sont habitués à travailler sur les maladies contagieuses, ils sont habitués à prendre des précautions. Si le centre fonctionne toujours, je suppose qu'on a besoin de gens comme nous, des gens immunisés. Et comment sais-tu tout ça, Harold lui demanda-t-elle sans cacher son admiration. Harold rougit de plaisir. Je lis beaucoup. On parle de ces centres un peu partout, ce n'est pas un secret. Alors qu'est-ce que tu en penses? Elle trouva que c'était une excellente idée, une idée qui satisfaisait son désir inconscient d'une structure, d'une autorité. Elle voulut ignorer ce qu'elle avait dit à Harold, que les chercheurs risquaient d'être tous morts. Ils allaient partir pour Stovington, on leur ferait passer des tests, et on finirait par découvrir pourquoi ils n'avaient pas attrapé cette maladie, pourquoi ils n'étaient pas morts. Elle ne pensa pas à se demander à quoi pourrait bien servir un vaccin à ce stade. Il faudrait trouver des cartes et voir quel est l'itinéraire le plus court, dit-elle. Le visage d'Harold s'illumina. Elle crut qu'il allait l'embrasser, et en cet instant précis, elle l'aurait sans doute laissé faire. Mais le moment passa, et rétrospectivement, elle n'en fut pas fâchée. Sur la carte, tout paraissait très simple.
Nationale 1 jusqu'à l'autoroute 95, autoroute 95 jusqu'à la nationale 302. Ensuite au nord-ouest, sur la 302, les lacs de l'ouest du Maine, le New Hampshire, toujours sur la même route, et puis le Vermont. Stovington n'était qu'à 50 km à l'ouest de Barre, soit par la nationale 61, soit par l'autoroute 89. Il y a combien de kilomètres en tout demanda Franny. Harold prit une règle, mesura, puis consulta l'échelle. Oh, tu vas pas me croire, dit-il. Alors combien 150 Plus de 500, dit Harold. Oh zut, tu viens de m'enlever une illusion, dit-elle. J'avais lu quelque part qu'on pouvait traverser la Nouvelle-Angleterre à pied en un seul jour. Oh, c'est exact, mais il y a un truc, répondit Harold en reprenant sa voix professorale. Il est effectivement possible de faire 4 États, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts et l'extrême sud du Vermont, en 24 heures, à condition de choisir très bien son itinéraire. Mais c'est un peu comme ces devinettes, avec des bouts d'allumettes. Facile si tu connais la solution, impossible autrement. Mais où as-tu trouvé tout ça demanda Franny. Dans le Guinness, répondit-il, le grand livre des records, l'inévitable Bible du lycée d'Ogunkit. En fait, je pensais partir en bicyclette, ou je ne sais pas, peut-être en scooter. Harold, t'es un génie, dit-elle. Il toussa modestement et rougit un peu. Nous pourrions aller en bicyclette jusqu'à Wells demain matin. Il y a un concessionnaire Honda là-bas. Tu saurais conduire une Honda, Fran. Oh, je vais apprendre, dit-elle, si on ne roule pas trop vite au début. Oh, je ne crois pas qu'il serait très prudent de faire de la vitesse, répondit Harold tout à fait sérieusement. Un virage sans visibilité, et on risque de tomber sur 3 voitures accidentées en travers de la route. Ouais, t'as raison, dit Franny. Mais pourquoi attendre demain? Pourquoi ne pas partir aujourd'hui? Il est plus de 2 heures, dit Harold. Nous ne pourrions pas aller beaucoup plus loin que Wells, et nous devons nous équiper. Ce sera plus facile ici, à Ogunkit, parce que nous connaissons tous les magasins, et nous aurons naturellement besoin d'armes. Naturellement. Bizarre. Dès qu'il avait prononcé ce mot, elle avait pensé au bébé. « Pourquoi des armes ?» Il la regarda un moment, puis baissa les yeux. Une plaque rouge grandissait sur son cou. « Eh bien, parce qu'il n'y a plus de police, plus de tribunaux. Tu es une femme, et tu es jolie, et certaines personnes, certains hommes, pourraient bien ne pas se sentir très bien. Voilà la raison. » La plaque rouge était presque violette maintenant. « Il parle de viol, pensa-t-elle. De viol ? Mais comment quelqu'un pourrait vouloir me violer? Je suis enceinte. » Il est vrai que personne ne le savait, même pas Harold. Et si elle annonçait la nouvelle au violeur potentiel? « Voudriez-vous ne pas me violer, s'il vous plaît? Je suis enceinte. » Pouvait-elle raisonnablement espérer que l'autre lui réponde? « Oh, excusez-moi, madame, je vais aller violer quelqu'un d'autre. »« D'accord, dit-elle, il nous faut des armes. Mais on pourrait quand même aller jusqu'à Wells aujourd'hui. »« Eh bien, j'ai encore quelque chose à faire ici, dit Harold. Le toit de tôle de la grange de Mose Richardson était brûlant. Elle était déjà en sueur quand ils étaient arrivés au grenier à foin, mais lorsqu'ils atteignirent la dernière marche de l'escalier branlant qui menait au toit, les rigoles de sueur inondaient son chemisier, soulignant le relief de ses seins. Harold était armé d'un pot de peinture et d'un gros pinceau, encore enveloppé dans son emballage de plastique. « Tu crois vraiment que c'est nécessaire, Harold ?»« Je n'en sais rien, répondit-il. Mais la grange donne sur la route numéro 1. À mon avis, c'est par là que les gens viendront, s'ils viennent. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. »« Sauf si tu te casses la figure, dit Franny. À moins que tu ne sois plus capable de rien sentir du tout. » Elle avait mal à la tête, à cause de la chaleur, et le coca qu'elle avait englouti au déjeuner remuait dans son estomac d'une façon extrêmement désagréable. « Mais je n'ai pas l'intention de tomber, dit Harold, en lui jetant un coup d'œil. « Mais, Fran, tu as l'air malade. »« Oh, c'est la chaleur, dit-elle. »« Ah bah alors descends, allonge-toi sous un arbre, et regarde bien la mouche humaine exécuter son numéro de trompe-la-mort sur la terrible pente à 10 degrés du toit de la grange de Mose Richardson. »« Oh, ne te moque pas de moi, dit Franny. Je trouve que c'est une idée idiote et dangereuse. »« Ouais, peut-être, mais je me sentirai quand même mieux quand je l'aurai fait. Allez, descends, Fran. » Et elle pensa, « Mon Dieu, il fait tout ça pour moi ?» Il était debout, ruisselant de sueur, terrorisé, de vieilles toiles d'araignée collées sur ses épaules grasses et nues, son ventre retombant comme une outre sur la ceinture de son jean trop serré, résolu à ne pas manquer une seule chance, à faire tout ce qu'il fallait faire.
Elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la bouche du bout des lèvres. « Fais attention, dit-elle. » Puis elle redescendit l'escalier à toute vitesse, le coca ballottant dans son ventre, jouant les montagnes russes. Berk. Elle était descendue très vite, mais pas assez pour ne pas voir ses yeux s'éclairer de bonheur. Elle descendit encore plus vite l'échelle qui menait du grenier au sol couvert de paille de la grange. Plus vite parce qu'elle savait qu'elle allait bientôt vomir, et même si elle savait que c'était à cause de la chaleur, du coca et du bébé, qu'elle allait penser à Harold s'il l'entendait. Il fallait qu'elle sorte, qu'elle s'éloigne le plus possible, aller loin pour qu'il ne puisse pas l'entendre. C'est ce qu'elle fit, mais il était grand temps. Harold redescendit à 4 heures moins le quart. Son dos était maintenant écarlate, ses bras mouchetés de peinture blanche. Fran avait fait la sieste sous un orme dans la cour des Richardson, sans jamais tout à fait s'endormir, attendant d'un instant à l'autre le craquement des chevrons et le cri d'horreur de ce pauvre gros Arnold quand il tomberait du haut des 30 mètres qui séparaient le toit de la grange du plancher des vaches. Mais il n'y eut pas de craquement, grâce à Dieu, et il s'avançait fièrement vers elle, les pieds verdis, les bras blancs, les épaules rouges comme des tomates bien mûres. « Dis donc, pourquoi as-tu redescendu le pot de peinture » lui demanda-t-elle, curieuse. « Je ne voulais pas le laisser là-haut, répondit-il. « La combustion spontanée, ça arrive. » Et à nouveau, elle pensa qu'il ne voulait vraiment rien laisser au hasard. Son perfectionnisme avait quelque chose d'un peu effrayant. Ils regardèrent tous les deux le toit de la grange. La peinture fraîche scintillait sur le verre terni de la tôle. Fran se souvint de ces messages qu'on voit parfois dans le sud, peints sur les toits des granges. « Jésus mon sauveur » ou « Tabac à chiquer Red Indian ». Harold avait peint ceci. « Parti à Stovington, Vermont, centre maladie infectieuse, national 1 jusqu'à Wells, autoroute 95 jusqu'à Portland, national 302 jusqu'à Barr, autoroute 89 jusqu'à Stovington, départ d'Ogunkit 2 juillet 1990. Harold Emery Lauder et France Goldsmith. » « Je ne connaissais pas ton deuxième prénom, dit Harold, comme pour s'excuser. « Oh, ça ne fait rien, répondit Franny, qui regardait toujours le message. La première ligne était écrite tout en haut du toit, la dernière, son nom à elle, juste au-dessus de la gouttière. « Et comment tu as fait pour la dernière ligne » demanda-t-elle. « Oh, c'est très facile, il suffisait de laisser pendre un peu les pieds dans le vide, c'est tout. »« Mais Harold, il suffisait d'écrire ton nom. »« On fait équipe, non » dit-il, en regardant Franny avec un peu d'appréhension. « Oui, bien sûr, répondit-elle, tant que tu ne te casses pas le cou. Est-ce que tu as faim ?»« Oh, une faim de loup, répondit-il, rayonnant. « Alors allons manger quelque chose, dit Franny. Je vais te mettre de la crème sur ton coup de soleil. Il faut que tu te mettes une chemise, Harold. Tu ne vas pas pouvoir dormir ce soir. »« Oh, je vais dormir comme un bébé, répondit-il en souriant. Franny lui rendit son sourire. Ils ouvrirent une boîte de conserve pour leur dîner, et Franny prépara du faux jus d'orange, sans oublier le sucre. Plus tard, la nuit déjà tombée, Harold revint chez Fran en portant quelque chose sous le bras. « C'est celui d'Amy, dit-il. Je l'ai trouvé dans le grenier. Je pense que c'était un cadeau de maman et de papa quand elle a terminé sa 3e. Je ne sais pas s'il marche encore, mais j'ai trouvé des piles à l'incacaillerie. » C'était un tourne-disque portatif en plastique, le genre de machine que les adolescents de 13 ou 14 ans emportaient sur la plage pour faire jouer leurs 45 tours. Fran le regarda attentivement et ses yeux se remplirent de larmes. « On va voir s'il fonctionne, dit Harold. Et il fonctionnait. Pendant près de 4 heures, sagement assis sur le canapé, le tourne-disque posé sur la table basse devant eux, leur visage éclairé par une fascination silencieuse et douloureuse, ils écoutèrent la musique d'un monde mort remplir le vide de cette nuit d'été. Au début, Stu ne fit pas attention au bruit qui n'avait rien de surprenant en cette belle matinée d'été. Il venait de traverser South Highgate dans le New Hampshire et la route serpentait maintenant sous une voûte d'orme qui semait sur l'asphalte une poussière de taches de soleil comme des pièces d'or. Des deux côtés de la route, le sous-bois était très touffu. Vinaigrier aux grappes de fruits rouges, genévrier aux baies bleu-gris, innombrables arbustes dont il ignorait le nom. La luxuriance de la nature l'étonnait encore, habitué qu'il était à l'est du Texas, où le bord des routes était loin d'offrir une telle variété. Sur sa gauche, un vieux mur de pierre se perdait dans les taillis. Sur sa droite, un petit ruisseau gazouillait joyeusement. De temps en temps, il entendait des animaux bouger dans le sous-bois.
Hier, il avait eu la surprise de voir une grande biche en plein milieu de la route, humant l'air du matin. Et les oiseaux chantaient à tue-tête. Et au milieu de tous ces bruits, les aboiements d'un chien paraissaient la chose la plus naturelle du monde. Il marcha encore près de 2 kilomètres avant de se rendre compte que la présence de ce chien, plus près maintenant à en juger par la force de ses aboiements, sortait peut-être de l'ordinaire après tout. Depuis qu'il était parti de Stovington, il avait vu de nombreux chiens crever, mais aucun vivant. La grippe avait tué presque tous les humains, mais pas tous. Apparemment, elle avait également tué presque tous les chiens, mais pas tous. L'animal devait avoir très peur des gens maintenant. Quand il flairerait son odeur, il s'enfoncerait probablement dans les fourrés et pousserait des aboiements hystériques jusqu'à ce que Stu quitte son territoire. Stu remit en place les mouchoirs qu'il avait glissés sous les courroies de son sac à dos et resserra les sangles. Après 3 jours de marche, ses chaussures de montagne étaient déjà passablement usées. Coiffé d'un grand feutre rouge, il portait une carabine de l'armée en bandoulière. Les mauvaises rencontres étaient peu probables, mais il avait cru bon d'emporter une arme, au cas où il trouverait du gibier peut-être. En fait de gibier, il avait vu cette grande biche hier, et elle était si jolie qu'il n'avait même pas eu l'idée de tirer. Le sac lui paraissait plus léger maintenant, et il marchait bon train. Les aboiements semblaient tout proches, comme s'il venait de derrière le prochain tournant. Peut-être allait-il finir par voir ce chien. S'il avait pris cette route en direction de l'est, c'est qu'il pensait qu'elle l'amènerait tôt ou tard à la côte. Il avait conclu une sorte de pacte avec lui-même. Quand j'arrive sur la côte, je décide de ce que je vais faire. D'ici là, je n'y pense pas du tout. Et cette longue marche, il en était à sa 4e journée, lui avait fait du bien. Il avait pensé emprunter une bicyclette ou une moto pour se faufiler entre les épaves qui obstruaient la route, mais il avait finalement préféré partir à pied. Il avait toujours aimé se promener en race campagne, et son corps avait terriblement besoin d'exercice. Jusqu'à ce qu'il s'évade de Stovington, il était resté enfermé pendant près de 15 jours. Il fallait qu'il se remette en forme. Tôt ou tard, il s'impatienterait de la lenteur de sa progression, et il prendrait alors un vélo ou une moto. Mais pour le moment, il était heureux d'avancer ainsi sur cette route, de regarder ce qu'il avait envie de regarder, de s'arrêter 5 minutes quand l'envie l'en prenait, ou dans l'après-midi, de faire une petite sieste en attendant que la chaleur baisse un peu. Il se sentait beaucoup mieux. Peu à peu, le souvenir de sa fuite dans ce labyrinthe s'effaçait. Au début, le seul fait d'y penser lui donnait des sueurs froides, mais plus maintenant. Le plus difficile à oublier avait été cette impression d'être suivi. Les 2 premières nuits sur la route, il n'avait cessé de rêver à cette dernière rencontre avec Elder quand il était venu exécuter ses ordres. Dans ses rêves, Stu était toujours trop lent avec sa chaise. Elder reculait, évitait la chaise et appuyait sur la détente. Et Stu sentait un gros gant de boxe, lesté de grenailles de plomb, lui défoncer la poitrine. Aucune douleur pourtant, et le rêve reprenait sans cesse jusqu'au matin. Il se réveillait fatigué, mais content d'être vivant, sans bien le comprendre. La nuit dernière, il n'avait pas rêvé. Ce n'était sans doute pas fini, mais peut-être son organisme évacuait-il peu à peu le poison. Peut-être ne s'en débarrasserait-il jamais totalement, mais avec le temps, il était sûr qu'il serait capable de réfléchir à ce qu'il allait faire, qu'il ait atteint la côte ou pas. Quand il arriva au virage, le chien était là, un setter irlandais au poil à cajou. Dès qu'il vit Stu, il se mit à aboyer joyeusement et courut à sa rencontre en agitant frénétiquement la queue. Ses griffes claquaient sur le bitume. L'animal fit un bond, posa les pattes de devant sur le ventre de Stu, manquant de le renverser. « Hé là, beau chien !» fit-il. En entendant sa voix, le chien se remit à aboyer de plus belle et fit un autre bond. « Kojak !» lança une voix sévère qui fit sursauter Stu. « Couché, laisse-le tranquille. Tu vas salir sa chemise, mauvais chien !» Kojak se laissa retomber et commença à tourner autour de Stu, la queue entre les jambes. Mais la queue continuait à tressaillir de joie, et Stu se dit que ce chien devait être bien mauvais au poker, si les chiens jouaient au poker. Stu vit alors le propriétaire de la voie, et sans doute de Kojak. Un homme, dans la soixantaine, vêtu d'un pull-over qui avait connu des jours meilleurs, d'un vieux pantalon gris et d'un béret. Stu n'avait encore jamais vu de béret. L'homme était assis sur un tabouret de piano et tenait à la main une palette, devant lui une toile sur un chevalet. Il se leva, posa la palette sur le tabouret. Stu l'entendit marmonner dans sa barbe « Ne va pas te rasseoir dessus » et s'avança vers Stu en lui tendant la main. Sous son béret, ses cheveux frisés et grisonnants faisaient comme un petit coussin moelleux.
J'espère que vous n'avez pas l'intention de jouer avec votre fusil, monsieur. Je suis Glenn Batman, à votre service. Stu fit un pas en avant et prit la main que l'autre lui tendait. Kojak recommençait à faire des siennes, bondissait autour de Stu, mais sans oser sauter sur lui comme tout à l'heure, du moins pas encore. Stuart Redman, dit-il. Ne vous inquiétez pas pour le fusil, je n'ai pas encore vu assez de monde pour avoir envie de leur tirer dessus. En fait, je n'en ai pas vu un seul, sauf vous. Vous aimez le caviar demanda Glenn. Jamais goûté, répondit Stu. Alors c'est le moment. Et si vous n'aimez pas, il y a autre chose. Kojak, ne recommence pas à sauter. Je sais que t'en as envie, je lis en toi comme dans un livre, mais maîtrise-toi. N'oublie jamais, Kojak, n'oublie jamais que la maîtrise de soi est la marque distinctive des classes supérieures. La maîtrise de soi. Convaincu par cet appel à ses bons sentiments, Kojak s'assit sur son derrière, langue pendante. Un grand sourire de chien lui fendait les babines, et Stu savait par expérience qu'un chien qui montre les babines est soit un chien méchant, soit un sacré bon chien. Celui-ci n'avait pas l'air d'un chien méchant. « Je vous invite à déjeuner, dit Glenn. Vous êtes le premier être humain que je vois, je veux dire depuis une semaine. Vous acceptez ?»« Pour sûr, dit Stu. »« Vous êtes du sud, n'est-ce pas ?» demanda Glenn. « Je suis de l'est du Texas. » Batman poussa un petit gloussement et revint à son chevalet où il était en train de peindre une médiocre aquarelle de sous-bois. « Si j'étais vous, j'éviterais de m'asseoir sur ce tabouret, dit Stu. »« Oh merde, j'oubliais, fit Glenn. Oh, ça ferait du joli, vous ne croyez pas ?» L'homme changea de cap et se dirigea vers une petite clairière. Stu remarqua une glacière de camping de couleur orange à l'ombre des arbres, recouverte de ce qui semblait être une nappe blanche soigneusement pliée. Quand Batman la déplia, Stu comprit ce que c'était. « C'est la nappe de la table de communion du temple baptiste de Woodsville, expliqua Batman. J'ai décidé de lui faire prendre l'air. Je ne pense pas qu'elle manquera beaucoup aux baptistes. Ils sont tous allés retrouver leur Jésus. Du moins, tous les baptistes de Woodsville. Ils peuvent célébrer leur communion en personne maintenant. Mais je crains fort que les baptistes ne se plaisent pas trop au ciel. À moins que la direction ne leur permette de regarder la télévision, la ciel-vision, devrais-je dire, et leurs émissions débiles. Moi, je suis plutôt un vieux païen en communion avec la nature. Oh, Kojak, ne piétine pas la nappe. La maîtrise de soi, n'oublie jamais, Kojak. La maîtrise de soi en toute chose. Passerons-nous de l'autre côté de la route pour faire un brin de toilette, monsieur Redman? Oh, appelez-moi Stu. Ok, c'est entendu, dit Glenn. Ils traversèrent la route et se lavèrent les mains dans l'eau fraîche et limpide du ruisseau. Stu se sentait heureux. La rencontre de cet homme particulier, en cet instant particulier, lui semblait être exactement ce qu'il lui fallait. En aval, Kojak lapait bruyamment. Puis il s'enfuit dans les bois en bondissant, jappant comme un jeune chiot. Il leva un faisan, et Stu vit le plumage bariolé exploser au-dessus des broussailles. Un peu surpris, il se dit que tout irait bien, en fin de compte, tout irait bien. Il n'apprécia pas beaucoup le caviar, qui lui fit penser à de la gelée de poisson, mais Batman avait aussi du saucisson, du salami, 2 boîtes de sardines, quelques pommes un peu blettes et une grosse boîte de biscuits aux figues. « Excellent pour le transit intestinal, ces biscuits aux figues, » expliqua Batman. Stu n'avait eu aucun problème de transit intestinal depuis qu'il était parti de Stovington, mais il apprécia les biscuits et en prit une bonne demi-douzaine. En fait, il s'empiffrait. Durant le repas, servi pour l'essentiel sur des crackers, Batman raconta à Stu qu'il avait été professeur de sociologie au collège de Woodsville. Woodsville, avait-il expliqué, était une petite ville, célèbre pour son collège et ses 4 stations-service, avait-il précisé, à une dizaine de kilomètres d'ici. Sa femme était morte 10 ans plus tôt. Il n'avait pas eu d'enfant. La plupart de ses collègues ne faisaient pas grand cas de lui, pas plus qu'ils ne faisaient grand cas d'eux. Il pensait que j'étais un peu cinglé. Et le fait qu'il n'ait pas eu tout à fait tort, j'en conviens, ne fit rien pour améliorer nos relations. Il avait accueilli avec sérénité l'épidémie de supergrippe, car grâce à elle, il pouvait enfin prendre sa retraite et se consacrer totalement à la peinture, ce qu'il avait toujours voulu faire. Avant de poursuivre son récit, il partagea en deux un 4/4 et étendit sa part à Stu sur une assiette de carton. « Je suis un peintre exécrable, je l'avoue, mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'en ce mois de juillet, personne sur Terre ne peint de meilleurs paysages que Glendon Batman, docteur S-lettres. Satisfaction facile, je l'admets, mais satisfaction quand même. »« Ce chien vous appartient depuis longtemps ?» demanda Stu. « Non, répondit Glenn.
La coïncidence aurait quand même été étonnante, ne trouvez-vous pas? Je pense que Kojak vivait à l'autre bout de la ville. Je le voyais à l'occasion, mais j'ignorais son nom. J'ai pris la liberté de le rebaptiser. Il ne semble pas m'en vouloir. Excusez-moi un instant, je vous prie. Il traversa la route en trottinant, et Stu l'entendit patauger dans l'eau. Il revenait déjà, jambes de pantalon retroussées jusqu'aux genoux, un pack de 6 canettes de bière ruisselantes dans chaque main. Nous étions censés arroser notre déjeuner avec ce breuvage. Je suis stupide. Oh, il est jamais trop tard, dis Stu, en prenant une canette. Merci. Ils décapsulèrent leur canette, et Batman leva la sienne. À la nôtre, Stu. Puissions-nous couler des jours heureux, le cœur en paix, sans trop souffrir du lumbago. Amen, dit Stu. Ils trinquèrent et se mirent à boire. Stu pensa que la bière n'avait jamais eu si bon goût et qu'elle ne leur aurait probablement jamais plu. Vous n'êtes pas très bavard, dit Batman. J'espère que vous n'avez pas l'impression que je danse sur la tombe de mes semblables, pour ainsi dire. Non, dit Stu. En réalité, je n'aimais pas tellement mes semblables, reprit Glenn. Je le reconnais volontiers. Le dernier quart du XXe siècle avait à peu près tout le charme, pour moi du moins, d'un vieillard de 80 ans qui se meurt d'un cancer du côlon. On dit que c'est un mal qui frappe tous les peuples occidentaux, quand le siècle, n'importe quel siècle, tire à sa fin. Nous n'avons cessé de nous draper dans nos voiles de deuil et de crier partout « Malheur à toi, Jérusalem » ou « Cleveland », selon les cas. À la fin du XVe siècle, nous avons eu la danse de Saint-Guy, et à la fin du XIVe, la peste bubonique, la peste noire, celle qui a décimé l'Europe. À la fin du XVIIe, ce fut le tour de la coqueluche, et à la fin du XIXe, les premières épidémies connues d'influenza. Nous nous sommes tellement habitués à l'idée de la grippe, elle ne nous paraît guère plus méchante qu'un mauvais rhume, n'est-ce pas, que personne, sauf les historiens, ne semble savoir qu'elle n'existait pas il y a 100 ans. Stu écoutait, silencieux. Et c'est durant les 30 dernières années d'un siècle que les fanatiques religieux sortent leurs faits et chiffres qui prouvent que la fin du monde est enfin arrivée. Il y a toujours de ces gens, naturellement, mais lorsque la fin d'un siècle approche, ils semblent se multiplier, et beaucoup les prennent au sérieux. Les monstres apparaissent, Attila le Hun, Genghis Khan, Jack l'Éventreur ou Lizzie Borden. Et à notre époque, Charles Manson et les autres. Certains collègues, encore plus excentriques que moi, prétendent que l'homme occidental a besoin d'une bonne purge de temps en temps, d'un formidable lavement, ce qui se produit à la fin d'un siècle pour qu'il puisse entrer dans le nouveau, parfaitement propre et rempli d'optimisme. Dans le cas particulier, nous avons eu droit à un super lavement. Et quand on y pense, tout cela est parfaitement logique. Après tout, nous n'approchons pas simplement de la fin du siècle, nous approchons d'un nouveau millénaire. Batman s'arrêta, songeur. Et maintenant que j'y pense, je suis effectivement en train de danser sur la tombe de mes semblables. Voulez-vous une autre bière? Stu en prit une, réfléchissant à ce que Batman venait de dire. Mais ce n'est pas vraiment la fin, dit Stu au bout d'un moment. En tout cas, je ne crois pas. C'est juste un entracte. Un joli trouvaille en vérité, dit Batman. Et maintenant, je retourne à ma peinture, si vous permettez. Naturellement, dit Stu. Et dites-moi, avez-vous vu d'autres chiens demanda Batman au moment où Kojak traversait la route en bondissant allègrement. Non, répondit Stu. Moi non plus, dit Batman. Vous êtes la seule personne que j'ai vue jusqu'à présent, mais Kojak semble bien être le seul de son espèce. S'il est vivant, il doit y en avoir d'autres, dit Stu. Pas très scientifique, dit Glenn. Mais quelle sorte d'Américain êtes-vous donc? Montrez-moi un deuxième chien, de préférence une chienne, et j'accepterai votre hypothèse qu'il en existe quelque part un troisième. Mais vous ne m'en montrez qu'un, et vous postulez l'existence d'un second. Ça ne colle pas, mon cher. J'ai vu des vaches, dis-tu. Oh, des vaches, oui, et des cerfs, mais les chevaux sont tous morts. Oui, c'est vrai, vous avez raison, dis-tu. Il avait vu plusieurs chevaux morts en cours de route, et parfois des vaches broutaient à côté de leurs cadavres gonflés comme des ballons. Pourquoi, à votre avis demanda Stu. Aucune idée, répondit Batman. Nous respirons tous à peu près de la même manière. Or, il semble qu'il s'agisse essentiellement d'une maladie des voies respiratoires. Mais je me demande s'il n'y a pas un autre facteur. Les hommes, les chiens et les chevaux l'attrapent, les vaches et les cerfs ne l'attrapent pas. Les rats ont été mal en point pendant quelque temps, mais ils semblent aller mieux à présent. Batman continuait à parler en mélangeant avec le plus grand sérieux des couleurs sur sa palette. On voit des chats partout, reprit-il, une infestation de chats. Et d'après ce que j'ai pu observer, les insectes continuent à vivre comme si de rien n'était.
Bien sûr, les petits faux pas que l'humanité commet ne semblent que rarement les déranger, et l'idée d'un moustique qui attraperait la grippe est tout simplement trop ridicule pour qu'on puisse la retenir. À première vue, tout cela n'a aucun sens, c'est complètement fou. Sûr et certain, dis-tu, en ouvrant une autre canette. Sa tête bourdonnait fort agréablement. Nous pouvons nous attendre à observer d'intéressantes vibrations dans les systèmes écologiques, reprit Batman, qui commettait l'effroyable erreur de vouloir représenter Kojak sur son aquarelle. Reste à savoir si l'Homo sapiens serait capable de se reproduire après tout ça. C'est loin d'être sûr. Mais du moins, nous pouvons tous essayer ensemble. En revanche, Kojak trouvera-t-il jamais une compagne? Connaîtra-t-il jamais la fierté d'être papa? Mon Dieu, peut-être pas, dis-tu. Batman se leva, posa sa palette sur son tabouret de piano et prit une autre bière. Je crois bien que vous avez raison, dit-il. Sans doute y a-t-il d'autres êtres humains, d'autres chiens, d'autres chevaux. Mais beaucoup d'animaux risquent de mourir sans se reproduire. Naturellement, certains animaux appartenant à des espèces sensibles à la maladie portaient peut-être des petits quand la grippe a frappé. Peut-être existe-t-il en ce moment aux États-Unis des dizaines de femmes en bonne santé, pardonnez-moi la crudité de l'expression, qui ont un polichinelle dans le tiroir. Mais certains animaux risquent tout simplement de tomber en dessous de la masse critique. Si vous retirez les chiens de l'équation, le cerf, qui paraît immunisé, va se multiplier sans rien pour l'arrêter. Et il ne reste certainement pas suffisamment d'êtres humains pour limiter la population des cerfs. Je crois bien que la chasse va être ouverte toute l'année, pendant longtemps. Et les cerfs en trop, ils vont crever de faim, dis-tu. Non, pas tous, pas même la majorité, répondit Batman. Pas ici, en tout cas. Je ne saurais dire ce qui va arriver dans l'est du Texas, mais ici, en Nouvelle-Angleterre, tous les jardins poussaient parfaitement bien quand cette grippe est arrivée. Les cerfs auront beaucoup à manger cette année et l'année suivante. Et même après, nos cultures se reproduiront à l'état sauvage. Aucun cerf ne va mourir de faim avant 7 ans peut-être. Si vous revenez par ici dans quelques années, mon cher Stu, les cerfs seront si nombreux que vous devrez les bousculer pour passer sur cette route. Stu réfléchissait. Vous n'exagérez pas un peu demanda-t-il. Oh non, pas que je sache, répondit Batman. Il peut y avoir un ou plusieurs facteurs dont je ne tiens pas compte, mais bien franchement, j'en doute. Et nous pourrions prendre mon hypothèse sur l'effet d'une disparition complète ou presque complète de la population des chiens sur la population des cerfs et l'appliquer au rapport entre d'autres espèces. Les chats se reproduisent sans rien pour les éliminer. Que peut-on en déduire? Eh bien, je dirais que les rats avaient baissé à la bourse écologique, mais qu'ils faisaient une remontée. Si les chats sont assez nombreux, la tendance pourrait être inversée. Un monde sans rats paraît une bonne chose à première vue, mais je me pose des questions. Et qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure, quand vous vous demandiez si les humains seraient capables de se reproduire? Eh bien, nous sommes en présence de deux possibilités, répondit Batman. Au moins deux, selon moi. La première, c'est que les bébés pourraient ne pas être immunisés. C'est-à-dire qu'ils mourraient dès qu'ils viendraient au monde? Demanda Stu. Oui, ou même in utero, répondit Batman. Moins vraisemblable peut-être, mais toujours possible. La supergrippe pourrait avoir rendu stériles ceux d'entre nous qui sont encore vivants. Mais c'est complètement fou, dis-tu. Alors, les oreillons aussi sont une histoire complètement folle, répliqua sèchement Glenn. Mais si les mères des bébés qui sont in utero, si les mères sont immunisées, fis-tu. Oui, dans certains cas, une immunité peut se transmettre de la mère à l'enfant, exactement comme la prédisposition à la maladie d'ailleurs. Mais ce n'est pas toujours le cas, on ne peut pas en être sûr. Je pense que l'avenir des bébés actuellement in utero est tout à fait incertain. Leurs mères sont immunisées, c'est clair, mais les probabilités statistiques nous disent que la plupart de leurs mères ne l'étaient pas et qu'ils sont morts aujourd'hui. Et quelle est l'autre possibilité? Demanda Stu. Que nous réussirons finalement à détruire notre propre espèce, répondit calmement Batman. Je pense que c'est tout à fait possible. Pas tout de suite, parce que nous sommes trop dispersés. Mais l'homme est un animal social, et nous allons finir par nous retrouver, ne serait-ce que pour nous raconter comment nous avons survécu à la grande peste de 1990. La plupart des sociétés qui se formeront seront vraisemblablement des dictatures primitives, dirigées par des petits Césars, à moins que nous n'ayons beaucoup de chance. Quelques-unes pourront être des communautés éclairées, démocratiques. Et je vais vous dire exactement de quoi auront besoin ces sociétés d'ici la fin du siècle et au début du siècle suivant. Elles devront disposer d'un nombre suffisant de techniciens pour rallumer la lumière. C'est possible, c'est même tout à fait possible. Nous ne sortons pas d'une guerre nucléaire qui aurait tout détruit.
Toutes les machines sont là, elles attendent que quelqu'un vienne les remettre en route. Quelqu'un qui saura nettoyer les bougies, remplacer quelques roulements à billes grillées, et tout recommencera. La question se résume à savoir combien de ceux qui sont encore vivants comprennent cette technique que nous tenions tous pour acquise. Stu sirotait sa bière. « Vous croyez » demanda-t-il. « Oh, j'en suis sûr, » dit Glenn. Batman prit une grande lampée de bière, se pencha en avant et fit un large sourire à Stu. « Permettez-moi, je vous prie, de vous exposer une situation hypothétique, cher monsieur Stuart Redman, natif de l'Est du Texas. Supposons que nous ayons une communauté A à Boston et une communauté B à Utica. Elles savent toutes les deux qu'elles existent et elles ont toutes les deux connaissance de l'état dans lequel se trouve l'autre camp. La société A s'en tire très bien. Ses membres habitent dans le quartier chic de Boston où ils vivent dans le luxe et la mollesse. Tout simplement parce qu'un de leurs membres se trouvait être réparateur pour la compagnie d'électricité. Le type en sait juste assez pour remettre en marche la centrale qui alimente le beau quartier dont je vous parlais. Il s'agit essentiellement de savoir quel disjoncteur actionner, et une fois la centrale repartie, presque tout est automatisé. Le réparateur peut apprendre aux autres membres de la société A quel levier tirer et quel cadran surveiller. Les turbines fonctionnent au mazout et nous en avons en abondance, pour la bonne et simple raison que tous ceux qui en consommaient autrefois sont aussi morts que ce bon Mathusalem. Ainsi donc, à Boston, du jus, il y en a. On se chauffe quand il fait froid, on s'éclaire pour lire la nuit. Le réfrigérateur fonctionne et vous pouvez prendre votre scotch sur glace comme un homme civilisé. En fait, la vie n'est pas vraiment loin d'être idyllique. Pas de pollution, pas de problème de drogue, pas de problème raciaux, pas de pénurie. Pas d'argent, parce que toutes les marchandises sont étalées devant vos yeux et qu'il y en a suffisamment pour qu'une société radicalement réduite dans ses effectifs ne les épuise pas avant 3 siècles. Du point de vue sociologique, un tel groupe optera probablement pour une forme d'association communautaire. Pas de dictature ici. Les conditions nécessaires à l'éclosion de la dictature, la pénurie, le besoin, l'incertitude et la privation, ces conditions ne sont tout simplement pas réunies. Boston finira probablement par être administré par une sorte de conseil municipal, comme autrefois. Batman fit une pause. Mais la situation est totalement différente dans la communauté B à Utica. Personne ne sait faire fonctionner la centrale, les techniciens sont tous morts. Il faudra un bon bout de temps à ces gens pour comprendre comment faire fonctionner les choses. En attendant, ils ont froid la nuit et l'hiver approche. Ils ne mangent que des conserves, leur vie est pitoyable. Un homme fort prend la barre. Ils sont très contents de l'avoir parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ont froid, parce qu'ils sont malades. Ils sont contents que lui prenne les décisions, et c'est ce qu'il fait naturellement. Il envoie quelqu'un à Boston avec une lettre. Voudrait-il envoyer leur gentil technicien à Utica pour les aider à remettre en marche la centrale électrique ? Sinon, l'autre solution, un long et dangereux voyage vers le sud pour passer l'hiver. Alors, que fait la communauté A lorsqu'elle reçoit le message ? « Ils envoient le type » demanda Stu. « En foutre Jésus, non » répondit Glenn. « Ils risqueraient de le retenir contre son gré. En fait, c'est probablement ce qui se passerait. Dans ce monde post-grippal, la connaissance technologique va remplacer l'or comme le meilleur moyen d'échange. Dans ces termes, la société A est riche et la société B est pauvre. Alors, que fait la société B ? Ils émigrent au sud, répondit Stu en souriant. Peut-être même qu'ils vont s'installer dans l'est du Texas. Peut-être, fit Glenn. Ou peut-être vont-ils menacer les gens de Boston de leur envoyer une ogive nucléaire sur la tête ? Oh, une minute, fit Stu. Ils ne peuvent pas mettre en route leur centrale, mais ils pourraient envoyer un missile nucléaire sur Boston ? Eh bien, si j'étais à leur place, reprit Glenn, je n'essaierais pas de lancer le missile. J'essaierais simplement de voir comment je peux détacher l'ogive nucléaire, puis je la transporterai à Boston dans ma camionnette. Vous pensez que ça marcherait ? Comment voulez-vous que je le sache ? Demanda Stu. Et même si ça ne marchait pas, reprit Glenn, ce ne sont pas les armes classiques qui manquent, et c'est le principal. Toutes ces jolies petites machines sont là, par terre, il suffit de les ramasser. Et si les communautés A et B ont toutes les deux de gentils techniciens, elles pourraient concocter un échange nucléaire à propos de vieilles histoires de religion, de territoire ou de différences idéologiques. Pensez-y, monsieur Redman. Au lieu de 6 ou 7 puissances nucléaires dans le monde, nous pouvons nous retrouver avec 60 ou 70 puissances nucléaires, ici même, aux États-Unis. Si la situation était différente, je suis sûr qu'on se battrait avec des pierres et des massues. Mais le fait est que tous ces bons vieux soldats se sont évanouis et qu'ils ont laissé leurs jouets derrière eux. Ce n'est pas très drôle quand on y pense.
particulièrement quand nous avons vu déjà des choses pas très drôles. Mais j'ai bien peur que ce ne soit parfaitement dans l'ordre du possible. » Le silence tomba. Au loin, Kojak aboyait dans les bois. Bientôt, le soleil allait marquer l'heure du midi. « Vous savez, dit finalement Batman, je suis fondamentalement enjoué. Peut-être du fait que mon seuil de satisfaction n'est pas très élevé, ce qui m'a fait proprement détester de ma spécialité. J'ai mes défauts, je parle trop, comme vous vous en êtes rendu compte, et je suis un très mauvais peintre, comme vous l'avez vu. J'avais coutume, autrefois, de jeter l'argent par les fenêtres. Les 3 derniers jours du mois, il m'arrivait de ne plus pouvoir me payer autre chose que des sandwichs au beurre d'arachide. Et je m'étais fait la réputation à Woodsville d'ouvrir un compte d'épargne pour le fermer une semaine plus tard. Mais tout cela n'a jamais pu m'abattre, stu. Excentrique, mais enjoué, c'est ainsi. La seule chose qui m'a empoisonné la vie, ce sont mes rêves. Depuis que je suis enfant, je fais des rêves étonnamment réalistes, souvent très désagréables. Quand j'étais jeune, c'étaient des fantômes cachés sous des ponts qui me prenaient par le pied, ou une sorcière qui me transformait en oiseau. J'ouvrais la bouche pour crier, et je me mettais à croasser comme un corbeau. « Avez-vous déjà fait de mauvais rêves, Stu ?»« Parfois, répondit-il. Stu pensait à Elder, qui le pourchassait dans ses cauchemars, à ces corridors interminables qui revenaient toujours au même endroit, éclairés par la lumière froide des tubes fluorescents remplis d'échos. « Alors vous savez ce que je veux dire, dit Glenn. Quand j'étais adolescent, j'ai eu droit à la dose usuelle de rêves cochons, mouillés et secs, mais parfois entrecoupés de rêves dans lesquels la fille avec qui j'étais se transformait en crapaud ou en serpent, mais même parfois en cadavre putréfié. Quand je suis devenu plus vieux, j'ai rêvé d'échecs, de dégradations, de suicides ou de morts accidentelles épouvantables. Dans le rêve que je faisais le plus souvent, je me voyais lentement écrasé sous le pont de graissage d'une station-service. Simple transposition du rêve du fantôme, je suppose. Je crois vraiment que ces rêves sont un simple émétique psychologique et que ceux qui les font ont finalement bien de la chance. Quand on peut se débarrasser de ce qui nous dérange, on risque moins de craquer, dis-tu. Oui, précisément, reprit Glenn. Il existe toutes sortes d'interprétations des rêves, celle de Freud étant la plus connue, mais j'ai toujours cru que les rêves n'avaient qu'une simple fonction éliminatrice et pas grand-chose d'autre. Que les rêves sont le moyen qu'utilise la psyché pour se vider une bonne fois de temps en temps. Et que les gens qui ne rêvent pas, ou qui ne font pas de rêves dont ils se souviennent au réveil, sont mentalement constipés, pour ainsi dire. Après tout, la seule compensation pratique que l'on peut trouver à un cauchemar, c'est de se réveiller et de se rendre compte que ce n'était qu'un rêve. Stu souriait. Mais ces derniers temps, je fais un rêve extrêmement désagréable, reprit Glenn. Il revient souvent, comme celui où je suis écrasé sous un pont de graissage. Mais celui-là n'est que de la gnognotte en comparaison. Je n'ai jamais fait de rêve semblable, mais en même temps, il ressemble à tous les autres. C'est comme si c'était la somme de tous mes cauchemars. Et je me réveille avec une curieuse sensation, comme si ce n'était pas du tout un rêve, mais une vision. Je sais que ça doit vous paraître un peu dingue. Et qu'est-ce que vous voyez demanda Stu. Un homme, répondit Batman d'une voix étouffée. Du moins, je crois que c'est un homme. Il est debout sur la terrasse d'un gratte-ciel, ou peut-être au sommet d'une falaise. En tout cas, c'est si haut que tout disparaît dans la brume quand on regarde en bas. Le soleil va bientôt se coucher, mais l'homme regarde de l'autre côté, vers l'est. Parfois, on dirait qu'il porte un jean et un blouson, mais le plus souvent, c'est une longue robe avec une capuche. Je ne peux jamais voir son visage, mais je vois très bien ses yeux. Il a les yeux rouges, et j'ai l'impression qu'il me cherche, et que tôt ou tard il va me trouver, ou qu'il va me forcer à venir le rejoindre, et que ce sera la mort pour moi. J'essaye de hurler, mais... Sa voix s'éteignit, et embarrassé, il haussa légèrement les épaules. « Vous vous réveillez à ce moment-là » demanda Stu. « Oui, » répondit Glenn. Kojak revenait au petit trot. Batman se mit à le caresser, tandis que Kojak engloutissait ce qui restait du 4/4. « Enfin, ce n'est qu'un rêve, enfin, je suppose, » dit Batman en se relevant. Ses genoux craquèrent et il fit une grimace. « Si je me faisais psychanalyser, je suppose que le psy me dirait que ce rêve exprime ma peur inconsciente qu'un chef, ou plusieurs chefs, recommencent tout à nouveau. Peut-être une peur de la technique en général, car je crois que toutes les nouvelles sociétés qui naîtront, au moins dans le monde occidental, reposeront sur la technique. C'est dommage, et ce n'est pas nécessaire, mais il en sera ainsi, parce qu'elles en ont pris l'habitude. Elles ne se souviendront pas, ou décideront de ne pas se souvenir, que nous nous étions engagés dans un cul-de-sac. Les rivières polluées, le trou dans la couche d'ozone, la bombe atomique, la pollution atmosphérique.
Elles se souviendront seulement qu'à une époque, nous avions bien chaud la nuit sans nous donner trop de mal. Et comme vous le voyez, en plus de mes autres défauts, je suis aussi lucide. Mais ce rêve, il me ronge, Stu. Il ne répondit pas. Eh bien, je vais rentrer, dit brusquement Batman. Je suis déjà à moitié saoul et je crois qu'il va y avoir de l'orage cet après-midi. Il se dirigea vers la clairière et revint quelques instants plus tard avec une brouette. Il fit tourner le siège du tabouret de piano pour l'abaisser complètement, le mit dans la brouette avec sa palette, la glacière, et en équilibre précaire, sa mauvaise aquarelle. « Vous avez fait tout ce chemin à pied avec votre matériel » demanda Stu. « Eh bien, je me suis arrêté quand j'ai vu quelque chose que j'avais envie de peindre. Je change d'itinéraire tous les jours, c'est un bon exercice. Si vous allez vers l'est, pourquoi ne pas passer la nuit chez moi, à Woodsville ? Vous m'aideriez à pousser la brouette, et j'ai encore 6 canettes de bière qui prennent le frais dans le ruisseau. Nous devrions arriver chez moi en pleine forme. »« D'accord, dis-tu. »« Parfait. Je vais probablement parler pendant tout le chemin, mais si je vous embête, dites-moi simplement de me taire, je ne me vexerai pas. »« Oh non, j'aime écouter, dis-tu. »« Alors, vous êtes un des élus du Seigneur. Allons-y. » Ils repartirent sur la route, poussant la brouette à tour de rôle, tandis que l'autre se rafraîchissait le gosier. De fait, Batman ne cessa de parler, monologue interminable qui passait d'un sujet à l'autre, pratiquement sans un instant de silence. Kojak trottait à côté de lui. Stu écoutait quelque temps, puis son esprit se mettait à battre la campagne et revenait ensuite à ce que disait le professeur. Le discours du professeur Batman l'avait troublé, ces centaines de petites enclaves, certaines militaristes, dans un pays où des milliers d'armes d'apocalypse traînaient partout, comme des cubes abandonnés par un enfant. Mais curieusement, il revenait sans cesse au rêve de Glenn, et à cet homme sans visage, perché au sommet du gratte-ciel, ou de la falaise, l'homme aux yeux rouges, tournant le dos au soleil couchant, le regard braqué vers l'est. Il se réveilla un peu avant minuit, trempé de sueur, craignant d'avoir hurlé. Mais dans la chambre voisine, Glenn Batman respirait paisiblement. Et dans le couloir, il pouvait voir Kojak qui dormait, la tête blottie entre ses pattes. Dans la clarté de la lune, tout paraissait irréel. Quand il s'était réveillé, Stu était dressé sur ses coudes. Il se laissa retomber sur le drap moite et se mit un bras sur les yeux, essayant d'oublier son rêve. Mais le rêve s'obstinait à revenir. Il était de retour à Stovington. Elder était mort. Tout le monde était mort. Le centre n'était plus qu'une immense tombe remplie d'échos. Il était seul, vivant, et il ne trouvait pas la sortie. Au début, il avait essayé de se maîtriser. « Marche, ne cours pas !» se disait-il sans cesse. Mais bientôt, il allait se mettre à courir. Ses pas se faisaient de plus en plus rapides. Bientôt, il ne pourrait plus résister à cette folle envie de regarder derrière lui pour s'assurer que seuls les échos le suivaient. Il passait devant des portes fermées, des portes aux vitres dépolies sur lesquelles des noms étaient écrits en noir. Un chariot renversé, le cadavre d'une infirmière, blouse blanche retroussée jusqu'aux cuisses, visage noir grimaçant qui regardait les tubes fluorescents au plafond. Finalement, il se mettait à courir. Plus vite, de plus en plus vite, et les portes défilaient sur les côtés, ses pieds martelaient le linoléum. Flèche orange, aperçue dans un brouillard sur le blanc des murs. Pancarte, au début elle paraissait normale, radiologie, laboratoire, défense d'entrée sans laisser passer. Puis il se trouvait dans une autre partie du centre, un endroit où il n'avait jamais été, qu'il n'avait jamais voulu voir. La peinture s'écaillait sur les murs, certains tubes fluorescents ne fonctionnaient plus. D'autres bourdonnaient comme des mouches prises dans une toile d'araignée. Certaines des vitres dépolies des bureaux étaient cassées, et par les trous en étoiles, il voyait des corps dans des positions qui révélaient une horrible souffrance. Du sang. Ces gens n'étaient pas morts de la grippe, ils avaient été assassinés, abattus à bout portant, lacérés à coups de couteau, assommés à coups de matraque. Et ils regardaient dans le vide avec des gros yeux de crapaud. Ils se précipitaient dans un ascenseur, descendaient plus bas, sortaient dans un long tunnel sombre revêtu de carreaux de faïence. Au bout du tunnel, encore des bureaux, mais cette fois les portes étaient peintes en noir, le noir de la mort. Flèches rouge vif, tubes fluorescents clignotants, bourdonnants, des pancartes. Réserve de cobalt, armes laser, missiles, guerre bactériologique. Et puis enfin, une flèche, à un endroit où le couloir faisait un coude, et un seul mot, sortie. Il suivait la flèche, la porte était grande ouverte. Derrière, la nuit, son silence et ses odeurs. Il se ruait vers la porte, et un homme se mettait en travers, obstruait le passage, un homme vêtu d'un jean et d'un blouson. Stu s'arrête, pétrifié.
Un hurlement s'étrangle dans sa gorge avec un bruit de fer rouillé. L'homme s'avance dans la lumière clignotante des tubes fluorescents, et là où devrait se trouver son visage, Stu ne voit qu'une ombre noire et froide. L'éclat de 2 yeux rouges, des yeux sans âme. Sans âme, mais moqueur, oui, c'est bien ça, une sorte d'allégresse, de jubilation démoniaque. L'homme en noir tend les mains, et Stu voit qu'elles sont trempées de sang. « Ciel et terre !» murmure l'homme noir, et les mots sortent de ce trou vide où devrait être son visage. « Tout le ciel, toute la terre !» Et Stu s'était réveillé. Kojak poussa un gémissement et gronda doucement dans le couloir. Ses pattes tressaillirent, et Stu pensa que même les chiens rêvaient. C'était une chose naturelle de rêver, et même d'avoir parfois un cauchemar. Mais il lui fallut longtemps pour retrouver le sommeil.